Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 18 novembre. L'actualité du jour, ce sont les 75 ans de la protection maternelle et infantile, la PMI. 23 centres sont situés dans les Yvelines. Leur mission est d'accueillir gratuitement les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Son histoire, son fonctionnement et ses missions, nous parlerons de ce sujet avec notre invité Olivier Lebrun, vice-président délégué à la famille du conseil départemental des Yvelines. Dans l'actualité également, avec nombre de projets et de chantiers en Île-de-France, le groupe Enedis a besoin de main-d'œuvre. Il recrute donc dans la région et particulièrement dans les Yvelines. L'entreprise recherche notamment des techniciens d'intervention polyvalents. Pour terminer ce journal, nous partirons à la bergerie de Rambouillet. Comment s'adapte-t-elle au confinement? Est-ce que le drive est toujours en place? Nous ferons le point. Mais juste avant cela, vous avez peut-être entendu un drôle de bruit aujourd'hui dans le ciel de Montigny-le-Bretonneux. Écoutez. Alors, pas d'inquiétude, la société CFC Développement va entamer la démolition d'un immeuble de bureau lui appartenant. Avant cela, elle a mis à disposition de la police nationale et particulièrement du RAID. Un hélicoptère a donc survolé la zone aujourd'hui. Quelques nuisances sonores peuvent donc être audibles. D'autres dates d'entraînement sont prévues le 25 novembre et les 2 et 9 décembre prochains. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. En ce mois de novembre 2020, la PMI, la protection maternelle et infantile, fête ses 75 ans. Un service départemental mis en place après la Deuxième Guerre mondiale pour réduire la mortalité infantile. Aujourd'hui, elle vise à assurer la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Qu'est-ce qu'un centre de PMI? Comment fonctionne-t-il? Avant de recevoir Olivier Lebrun, vice-président délégué à la famille des Yvelines à ce sujet, Justine Brasier s'est rentrée dans un centre de Conflans-Sainte-Honorine. Protection maternelle et infantile, voilà ce qui se cache derrière la PMI. Le département des Yvelines compte 23 centres de PMI pour pratiquer cette médecine préventive. Elle vise à s'assurer de la bonne santé de l'enfant au sein de son environnement et de sa famille. Ici, au centre de Conflans-Sainte-Honorine, les consultations sont réalisées en équipe. Et moi, j'ai pas écouté, comment tu respirais, ça va, c'est pas froid? L'assistante qui accueille les familles, l'infirmière puéricultrice qui fait une consultation de puériculture avec les mensurations, les rythmes des enfants, le sommeil, l'alimentation. Et en troisième lieu, il y a le médecin donc, qui fait une consultation très complète sur le plan clinique et psychomoteur pour voir comment évoluent les enfants. Donc c'est long. Des consultations plus longues pour prendre le temps avec les enfants. Elles permettent de mettre en évidence d'éventuelles difficultés. En PMI, par rapport à la médecine de ville, on a le temps. On peut vraiment, en ville, on a 15 à 20 minutes de consultation, alors qu'ici, on peut facilement prendre le double de temps. On apprécie vraiment l'enfant dans sa globalité. Les centres de PMI sont accessibles gratuitement pour les suivis de grossesse, mais aussi pour le suivi des enfants de 0 à 6 ans. J'ai travaillé pendant un certain moment au département, dans la filière sociale, et pour moi c'était une suite logique quand mon premier enfant est né. L'évolution de l'enfant en tout cas est bien répertoriée et on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de difficultés particulières. Chaque année dans les Yvelines, plus de 40 000 consultations médicales sont réalisées par près de 300 professionnels de la PMI. Nous accueillons Olivier Lebrun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président délégué à la famille du département des Yvelines. Alors, ce sont les 75 ans de la protection maternelle et infantile, la PMI. On l'a entendu dans le reportage juste avant, il y a 23 centres PMI dans le département des Yvelines qui accueillent les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Alors, depuis 75 ans, mais surtout, allez, un chiffre, peut-être cette année, l'année dernière, combien de personnes accueillez-vous dans ces centres? Alors, à la fois, on accueille dans les centres de PMI en direct, donc
pratiquement, on a 40 000 consultations médicales par an, donc, et ça représente environ 10 000 enfants de 0 à 2 ans qui sont suivis. Et puis nous avons aussi un certain nombre de consultations qui peuvent se faire à l'extérieur ou des activités à l'extérieur, notamment dans des écoles maternelles pour faire des bilans des enfants de 3-4 ans. Et dans quel but cette politique publique de prévention et de promotion de la santé a-t-elle été créée? Alors, ça remonte effectivement il y a 75 ans, l'idée étant de promouvoir la santé de la femme et de l'enfant, puisque c'était un sujet extrêmement important. Il y avait des taux de mortalité qui étaient assez importants, et donc il était question de donner une compétence santé au département, et donc pour pouvoir voilà, assurer le suivi de ces femmes et de ces enfants, puisque vous le savez, en fait, on le sait maintenant de plus en plus, que beaucoup de choses se passent avant les 3 ans de l'enfant, donc il est important de pouvoir assurer cette santé. C'est une des rares missions de santé qui sont déléguées à des collectivités locales d'ailleurs. Donc on l'a compris, les centres de PMI sont ouverts aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 6 ans. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour être accueillis au sein de ces centres? Non, il y a d'autres activités en fait. Effectivement, elle s'adresse principalement aux femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse pour leur suivi de grossesse et je veux dire, les consultations prénatales. Et puis après, pour les enfants en fait jusqu'à 3 ans, mais en fait on les suit jusqu'à 6 ans si besoin. Et puis on peut aussi accueillir les papas qui peuvent venir sur des actions de prévention qui concernent la parentalité, par exemple. Donc, il n'y a pas que les mamans qui puissent être suivies. Évidemment, elles sont suivies par des sages-femmes, des médecins, mais les papas sont parfois aussi associés en fait à un certain nombre d'actions importantes en fait sur la construction du lien parent-enfant. D'accord. Et concrètement, donc, quelles sont les missions? Vous l'avez un petit peu évoqué, donc c'est vraiment par rapport au médical. Quels professionnels de santé on peut y retrouver du coup dans ces centres? Alors, on va y retrouver des infirmières puéricultrices, on va y retrouver des médecins, et puis on va retrouver en fait des assistantes administratives. En fait, on a presque 300 professionnels qui interviennent dans les PMI, et donc en fait chacun ayant ses missions, en fait, pour des consultations, on fait pas dans le curatif. Par contre, c'est ça qui est important. Les consultations sont des consultations dans le domaine de la prévention pour s'assurer que les mamans se portent bien durant leur grossesse et même après leur grossesse, et que les enfants ne développent pas de difficultés particulières. Nous sommes beaucoup dans l'anticipation des difficultés, notamment et on essaye d'identifier des troubles autistiques précoces, on essaye d'identifier des troubles liés à la vue, à l'audition, et tout ça pour faire en sorte que ces enfants puissent être ensuite soignés le plus tôt possible dans le circuit traditionnel en fait de la santé par des médecins, des spécialistes, et on n'est pas dans le curatif en tout cas. En plus des 23 centres dans les Yvelines, il existe un bus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi cela consiste? Alors, il est vrai qu'il y a à peu près 4 ans, en fait, 4 ou 5 ans, nous avons restructuré notre réseau de PMI. Nous avons réduit le nombre de PMI. En fait, à l'époque, ça avait été un grand sujet. Et donc, pour faire en sorte d'avoir des PMI plus ouvertes, plus accessibles, nous avons considéré qu'il était nécessaire de pouvoir apporter la PMI dans les territoires plus ruraux, un peu plus éloignés des centres-villes. Et donc, nous avons créé ce bus PMI qui est très, très visible, hein, vous le montrez à l'écran actuellement, et ce bus sillonne environ 12 villes des Yvelines dans le secteur rural avec un calendrier qui est établi, et tout cela se fait la plupart du temps en relation avec les communes qui proposent en fait des lieux d'attente pour faire en sorte que les mamans et leurs enfants puissent attendre que les consultations de la maman et de l'enfant précédent puissent se faire, et ça crée toujours des bonnes interactions avec les communes. Et très rapidement, mais alors très très rapidement, Monsieur Lebrun, avec la crise sanitaire, comment ça se passe du coup l'accueil dans les centres et dans le bus?
on continue évidemment à faire ça. C'est une mission importante pour cette mission de PMI. Donc, la plupart des missions sont maintenues. Les missions de parentalité, autour de la parentalité, ne sont pas maintenues, mais on continue à accueillir, en fait, comme les médecins, en fait, continuent à accueillir dans leurs centres, leurs cabinets médicaux. Donc, voilà, en respectant les gestes barrières, bien évidemment. Eh bien, merci Olivier Lebrun d'avoir été avec nous. Eh bien, je vous en prie, merci à vous. Avec la multiplication des grands projets d'infrastructure et des chantiers d'intervention, le groupe Enedis rencontre des besoins de recrutement dans la région Île-de-France-Ouest et particulièrement dans les Yvelines. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité embauche notamment des techniciens d'intervention polyvalents. Un reportage de Nicolas Dandry. C'est un chantier sur 3 jours, une intervention suite à une chute accidentelle d'un poteau en béton. Le câble est quasiment au sol. Les équipes d'Enedis vont remettre les infrastructures en place et tendre à nouveau le câble électrique basse tension dédié aux particuliers. Là, on voit des chantiers qui se passent en extérieur et en aérien. Après, il y a des chantiers qui sont en souterrain et des chantiers qui sont dans d'autres configurations. Donc le métier est divers et varié. On a énormément de travail sur le renouvellement du réseau, sur les chantiers liés à la croissance avec le Grand Paris, beaucoup de construction d'immeubles neufs, beaucoup de modernisation. Certaines zones se voient rencontrer les Jeux Olympiques. Parmi les techniciens polyvalents sur ce chantier, Julien Barbet. Il a rejoint récemment un site yvelinois d'Enedis. Ça permet d'apprendre des nouvelles choses, d'être dans un grand groupe qui donne des perspectives pour une évolution de carrière, avec des métiers qui peuvent, au fur et à mesure du temps, évoluer et prendre des compétences et des responsabilités. C'est quelque chose qui est intéressant. Dans son recrutement de techniciens, Enedis recherche des candidats allant du CAP au Bac+5 électrotechnique. Le salaire annuel est fixé à 24 000 €. Ce qu'on recherche principalement, c'est des salariés qui ont un bon savoir-être, qui ont envie de s'investir dans des missions de service public, qui ont envie de servir nos clients et qui ont une vraie envie d'intégrer une équipe. Dans les Yvelines, 40 nouveaux collaborateurs ont été recrutés en 2020. Le groupe de gestion du réseau de distribution électrique anticipe déjà des besoins de recrutement pour 2021. Nous accueillons Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous par téléphone et vous êtes surtout le maire de La Verrière, mais également conseiller municipal du département des Yvelines, du canton de Trappes. Vous avez signé, aux côtés de plus de 100 autres élus, dont une dizaine des Yvelines, un courrier que vous avez adressé samedi dernier au président de la République, Emmanuel Macron. Dans cette lettre ouverte que vous avez nommée l'appel du 14 novembre, en référence, j'imagine, au déplacement à Tourcoing d'Emmanuel Macron le 14 novembre 2017, où il a prononcé un discours appelant à une mobilisation nationale pour les villes et les quartiers. Vous demandez l'égalité républicaine des quartiers populaires. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Mais écoutez, c'est vrai que le président de la République avait fait un discours très ambitieux il y a quelque temps et que les mesures concrètes tardent à arriver dans nos quartiers dits populaires. C'est vrai que le plan Borloo, qui a à peine sorti, a déjà été enterré. Donc c'est vrai qu'on nous, les élus de terrain, on est en demande de beaucoup plus de moyens dans des territoires qui sont plus touchés qu'ailleurs. Nous, dans nos quartiers populaires, on est vraiment touché par le chômage, on est touché par la précarité qui augmente, on est marqué par la désertification médicale, qui est un problème terrible pour nos populations. Et donc, on a besoin de moyens pour ne pas laisser ces quartiers dits populaires comme des territoires non assistés. On a un peu la non-assistance à territoire en danger. Et donc, on tire la sonnette d'alarme pour avoir plus de moyens pour ces territoires qui en ont vraiment besoin. Vous demandez donc 1% du plan de relance, soit 1 milliard d'euros, soit attribué donc aux territoires en décrochage. Qu'allez-vous faire si jamais le gouvernement accède à votre requête ? Mais écoutez, vous avez évoqué effectivement ce 1% du plan de relance.
nos quartiers, c'est l'angle mort du plan de relance, c'est-à-dire qu'ils sont totalement oubliés. Et donc nous, on interpelle le président de la République pour y investir davantage, parce qu'il y a un autre virus qui circule que la Covid. Il y a le virus du décrochage républicain, et donc il faut que la République soit vraiment présente dans ces territoires avec des maisons de santé. On attend par exemple un investissement de l'État, un accompagnement de l'État pour nous aider sur cette thématique de la santé, pour qu'on mette fin à la désertification médicale. Sur les médiateurs, aujourd'hui il y a quelques postes de médiateurs que l'on peut avoir, mais si on peut en avoir davantage, je pense qu'on pourrait agir beaucoup plus puissamment sur la tranquillité publique. Également sur les aménagements, on a aujourd'hui des quartiers qui souffrent à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments, avec des bâtiments qui sont parfois indignes. Moi, à la Verrière, dans certains, notamment le quartier du Bois de l'Étang, c'est vrai qu'il y a des appartements dont les habitants souffrent de punaises, de cafards, avec des problèmes de plomberie qui sont extrêmement vétustes, avec des moisissures, avec de l'humidité. Donc il y a tout un tas de problèmes d'insalubrité sur lesquels il faut vraiment trouver des solutions, parce que les habitants réclament des mesures concrètes, et le confinement a été vraiment difficile à vivre dans de telles conditions, et donc ça a réveillé peut-être plus qu'ailleurs l'urgence d'agir. Merci Nicolas Dainville, et je rappelle que vous êtes conseiller départemental des Yvelines du canton de Trappes. Dans l'actualité également, les agences immobilières n'ont plus le droit de recevoir des clients dans leurs locaux dû au confinement, une situation contraignante qui pousse les agences à revoir leur mode de travail. Un reportage de Célia Gatsongo. Fermée au public depuis le reconfinement, cette agence située à Montigny-le-Bretonneux ne peut plus recevoir ses clients. L'activité est en baisse d'environ 60%. Les salariés et agents commerciaux ont donc mis en place des outils pour pouvoir continuer à travailler. Ça passe par la signature des documents en électronique, par voie électronique. Ça passe également par la visite virtuelle, qui était pareil, traitée de manière très occasionnelle et qui aujourd'hui est rendue systématique. De par justement l'absence de ces rendez-vous physiques. En effet, les visites virtuelles sont devenues l'unique moyen pour un acheteur ou un locataire de voir le bien. Le système est constitué donc d'un trépied et de la caméra. Ça va me permettre de prendre une prise de vue de la pièce à 360 degrés pour ensuite l'intégrer dans une application que j'ai sur mon smartphone. Le montage est réalisé ensuite en agence et le client peut alors circuler dans chacune des pièces virtuellement dans un bien. La visite virtuelle n'a cette qualité que d'être une prévisite finalement. Elle permet de présélectionner justement, d'éviter les déplacements inutiles à des acquéreurs. Bien sûr, c'est conditionné par une revisite en physique dès lors que le déconfinement pourra avoir lieu. Ces visites en physique annulées sont une incompréhension pour la profession qui demande un assouplissement des règles. Je pense qu'il est paradoxal de permettre aux agents immobiliers de réaliser des états des lieux, des rendez-vous d'estimation, quand on ne peut pas faire de visite. Dans cette agence, ils sont 2 salariés. La plupart des collaborateurs travaillent en tant qu'agents commerciaux indépendants. Seule une personne est en chômage partiel. Comment s'adapte la bergerie nationale de Rambouillet avec ce deuxième confinement, mais aussi avec l'arrivée de l'hiver? Pendant le premier confinement, un drive avait été ouvert. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce sont les questions qu'ont posées Patrick Jacques de Dixmude et Astrid Bergère. L'hiver arrive en même temps que le reconfinement. La bergerie nationale de Rambouillet s'adapte, mais la difficulté est surtout ailleurs. Cet été, la sécheresse a été très importante. La sécheresse a débuté dès le printemps, donc on a vraiment eu une période très difficile jusqu'à la fin du mois de septembre, parce que il a plu moins de 50 mm entre le mois d'avril et le mois de août-septembre, donc ça a vraiment été très très difficile. Alors le directeur de l'exploitation profite du redout actuel pour laisser les animaux au maximum dehors et profiter de la pousse automnale. Pendant l'hiver, les animaux qui peuvent rester au pâturage resteront au pâturage en fonction des conditions météorologiques. Et les animaux qui ont des phases de mise bas ou qui ne peuvent plus aller au pâturage
rentreront dans les étables ou dans les bergeries. 2 troupeaux principaux sont présents sur l'exploitation, 70 vaches laitières et 400 brebis. L'hiver est aussi l'occasion de faire quelques travaux. Les autres chantiers de l'hiver, ça va être la remise en état des clôtures et tous les chantiers, on va dire, autour de l'entretien des bâtiments, etc. Une boutique est présente sur l'exploitation pour vendre les produits de la ferme et des produits locaux. Pendant le premier confinement, un drive avait été ouvert, mais cette fois, il fonctionne normalement. Contrairement au printemps, le parc du château reste ouvert, donc les gens peuvent venir circuler et venir jusqu'au magasin. Donc nous avons laissé le magasin ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h avec un respect strict des mesures sanitaires, donc le port du masque obligatoire, un sens de circulation dans le magasin et une limite aussi du nombre de personnes pouvant être à l'intérieur du magasin. Les clients, eux, sont ravis que le magasin reste ouvert. Il n'y a plus rien, tout est fermé et là c'est une nourriture de qualité. Moi j'habite à Rambouillet donc je suis souvent venue traîner ici. Avec mon petit-fils et oui, je viens tous les 2 jours à peu près. C'est très bien, j'ai envie de tout acheter. Voilà, j'attends la fin du confinement pour profiter de la restauration. Le gérant a vu de nouveaux clients venir pendant le premier confinement grâce au drive fermier. Depuis, ils sont toujours présents et les produits qui se vendent le plus ici, ce sont les produits laitiers et les colis de viande. Dans l'actualité également, 2 sites yvelinois sont candidats au label patrimoine d'intérêt régional. Le premier, c'est la chapelle de Clairefontaine en Yvelines. Construite en 1959, elle est l'un des derniers couvents bâtis par la communauté des Sœurs dominicaines depuis 2016. Le lieu promeut l'art contemporain et accueille de nombreuses expositions culturelles. Le second, c'est la bibliothèque Georges Duhamel à Mantes-la-Jolie. Elle fait partie des grands projets de reconstruction de la ville après les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce label, c'est le Conseil régional d'Île-de-France qui l'attribue. Il permet notamment de mettre en avant des édifices peu connus. Autre intérêt, le fait d'avoir ce label permet de demander 2 aides financières. La première, plafonnée à 500 000 € pour les travaux de restauration et d'aménagement. La seconde, plafonnée à 30 000 € pour valoriser et faire découvrir le petit patrimoine francilien. Pour terminer ce journal, le conseil municipal de Villepreux a pris sa décision. Il a choisi d'appeler le nouveau groupe scolaire des Hauts-du-Moulin du nom de l'astronaute normand Thomas Pesquet. Le célèbre spationaute a été choisi après une consultation citoyenne qui s'est déroulée du 5 au 18 octobre. 9 noms étaient proposés au vote des habitants. Celui de Thomas Pesquet est arrivé en tête devant celui de Simone Veil et celui de Rosa Parks. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver l'information demain dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet à 18h. Avant cela, vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres sur notre application mobile TV78 ou notre site internet tv78.com. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée.